Oui, alors moi, euh, j'ai une entreprise agricole, en fait, qui est spécialisée dans la production de légumes. Parce que moi, j'ai fait des études qui sont orientées vers la pépinière, c'est-à-dire la culture des arbres, des plantes ornementales. Ça, c'est tout ce qu'on trouve, les fleurs et les arbustes qu'on trouve dans les villes. Moi, j'ai fait aussi, je m'y connais avec les arbres de la forêt, les arbres de la route. Et j'ai fait une spécialisation dans les semences. Donc les semences, il faut faire deux catégories. Les catégories céréales, c'est le blé, le maïs et tout ça, et les légumes. Voilà. Et depuis que moi je suis en office, moi je m'occupe tout particulièrement des légumes et des plantes médicinales qu'on trouve en Europe. Voilà. C'est les plantes médicinales qu'on trouve en Europe et les légumes qu'on fait pousser ici. Voilà. Donc moi, au bout de 6 ans de travail dans une entreprise semencière, on a l'agriculture biologique et biodynamique, ils appellent ça ici. Moi, j'ai décidé de me mettre à mon compte. J'ai décidé de me mettre à mon compte et j'ai créé quelque chose qui est devenu très populaire maintenant. Ça s'appelle des paniers biologiques. Moi, je n'étais pas très au courant de comment ça marchait, mais je voulais tenter l'expérience, tu vois. Donc, je me suis loué un terrain, pas loin de chez moi, 15 km de chez moi, avec déjà une petite terre, et un demi-hectare de terre. Un demi-hectare de terre. Donc voilà, l'année dernière, on a travaillé juste sur un demi-hectare, pas plus. Cette année, je pense qu'on va faire plus. Mais l'objectif, c'est pas de devenir trop grand. Je pense que le maximum que nous, on peut faire, c'est 1 hectare. Parce qu'on n'a pas de machine et on n'a pas de possibilité de faire des gros travaux des champs. Quand on en a à faire, il faut qu'on loue un tracteur ou qu'on paye quelqu'un pour le faire. Et moi, mon travail, c'est vraiment l'entretien des plantes. Des plantes, Donc, des plantes. Donc, ce qu'on a commencé la semaine dernière, c'est la première mise en germination des plantes. Donc, moi, je me suis installé dans une terre que j'ai fait. Elle est bien isolée. J'ai placé des matelas chauffants. Et c'est là où je fais mes petites pépinières de départ. Voilà. Et moi, je fais des rotations. Maintenant, en ce moment, je fais du chou-rave. J'ai commencé des salades, salades chinoises. J'ai commencé à faire pousser des tomates, des poivrons et des aubergines. C'est pour ça que c'est des cultures qui durent vraiment très très longtemps. Et comme la saison est trop courte en Europe, c'est pas le cas en Afrique. Il faut commencer bien avant que les conditions soient idéales à l'extérieur. Voilà. Donc, moi, mon entreprise elle produit des légumes de saison qui sont biologiques et qui sont fraîchement cueillis avant d'être apportés chez le client. Voilà. Et nous, on a livré à peu près 30 familles par semaine cette année, l'année dernière. Excuse-moi encore, combien de paniers? Je m'excuse. On a livré 30 familles. 30 familles. 30 familles. Voilà, 30 familles. Et c'est vraiment des légumes qui poussent dans notre région, des légumes qui poussent dans la saison où c'est pas des trucs que je vais aller acheter quelque part d'autre, c'est vraiment ce que moi j'ai réussi à faire pousser dans mon entreprise. Et on plante à peu près, si on parle de variétés, de plantes différentes, on en plante à peu près une centaine. Une centaine de plantes. Et ça comprend aussi des plantes médicinales, là? Des variétés c'est des variétés. C'est pas des familles de plantes. Par exemple, sur les tomates, moi j'ai 20 espèces, j'appelle ça j'ai 20 espèces. Donc, sortes. C'est ça, j'ai 20 sortes différentes de tomates, par exemple. 5 sortes de poivrons différents. 10 sortes de salades différentes. 15 sortes de choux différents, tu vois. Mais si on parle de variété, moi j'ai au moins 100, je mets en culture 100 variétés. Et ça passe de la sauge, pour les plantes médicinales, c'est la sauge, le thym,
pour comment on appelle ça, les assaisonnements de la sauce. Ok. Le majoran, comment on appelle ça en français? Moi, je sais pas moi-même c'est quoi en fait ça. C'est Oregano, majoran, ce qu'on met sur les pizzas, c'est du majoran peut-être en français. Maintenant, je pense que je dis les noms en français, je sais pas en allemand. Yeah, ok. Malheureusement, je comprends pas un mot d'allemand. Ouais. Moi, ok. Ouais. En tout cas. Ok. Et ça va pour les plantes médicinales, je pense. ok, ouais. Et puis des herbes de Provence, on peut appeler ça comme ça. Des herbes de? Des herbes de Provence. Ah oui. Oh, ok, oui, ça je sais. Par contre, je connaissais pas le nom en, comment on appelle ça? En allemand, oui, mais sinon, oui, les herbes de province, ça je connais. De Provence, ok. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Et je sais aussi que tu as beaucoup d'expérience au Mali. Notamment dans les produits maraîchers. Comme je te dis, je travaille actuellement sur un projet au Mali, un projet de restauration au Mali. Alors, est-ce que tu peux un peu parler donc de ton expérience par rapport au Mali? Tu me parlais tout à l'heure, par exemple, du problème de feu de brousse. Je trouve intéressant. D'accord. Moi, le petit aperçu que moi j'ai eu au Mali, le petit aperçu c'est dans la région de Bamako, okay. avec beaucoup de différences de terrain, comme j'ai précisé avant. Des terrains qui sont très argileux, très limoneux. Et l'expérience que j'ai eue aussi, c'est sur une terre qui est très caillouteuse. La terre, elle est rougeâtre. Okay. Ouais, la terre elle est rougeâtre et vraiment pleine de cailloux. Et ce que moi j'ai constaté en arrivant, c'est que cette terre était très pauvre en matière organique. Okay. Très pauvre en matière organique, ça avait, je pense, plusieurs raisons. Et l'une des premières, je pense que c'est l'effet des feux de brousse. Okay. L'effet des feux de brousse sont très importants. Et la lessivation des sols, quand les pluies sont trop fortes et que le terrain est nu, ça fait des ruissellements et ça emporte toute la matière organique, toutes les matières fertiles du sol. Donc moi j'ai trouvé un sol qui était vraiment lessivé et vraiment très pauvre. Et il n'y a pas grand chose qui pousse là-bas. Ce que moi j'ai réussi à faire pousser, c'est des arbres, je pense que c'est le leucéna. C'est un arbre, une légumineuse. Ça pousse très bien. Ouais. Avec sa particulier des légumineuses qui n'ont pas vraiment besoin de terrain très riche et qui arrivent à capter l'azote du sol. Donc ça, Leucéna. Leucéna. Ok, ça s'écrit L-E-C-E-N-A? Je pense bien. Ok. Leucéna, ouais. Ok. Qui est une très bonne plante fourragère. Ok. Voilà. Et donc, moi, j'ai commencé à planter, moi, sur les terrains vraiment arides que moi j'ai trouvé là-bas, moi, la solution que j'ai trouvée, c'est pas de faire une transformation complète d'une parcelle. Moi, je me suis dit que je vais plutôt faire des planches de culture. Donc, j'ai entrepris de faire des planches de 1 mètre, 1 mètre et demi de large et de 10 mètres de long. Donc des tranchées que j'ai taillées vraiment dans la pierre parce que c'est vraiment très rocailleux et tout ça. Et j'ai creusé à peu près 30 à 40 cm le sol. Et toute la terre que j'ai pris dans les plantes, je les ai mis vraiment au bord. Donc en fait, au final, j'ai un niveau qui est à peu près de 50-70 cm. Voilà. C'est ce que l'expérience, la vision que moi j'avais des cultures qu'on avait fait en Europe. On a fait ça en Allemagne ici, ils appellent ça des hautes. C'est des lits de culture élevés. Oui. Donc, puisque moi j'avais pas les moyens de faire ça au Mali, je me suis dit que j'allais les intégrer totalement je vais les intégrer dans la terre.
J'aime me creuser des grandes, comment on appelle ça, des grandes planches de culture. Donc ces planches de culture, j'ai creusé. Après, j'ai rempli le trou de paille. Après, je me suis promené dans tout le champ. J'ai ramassé les pépinières, enfin les terre qu'il y avait tout autour. Je les ai concassées et je les ai mélangées un peu avec la paille, mais vraiment un très haut tapis de paille qui faisait au moins 30 cm. Ça remplissait le trou en réalité. Donc j'ai concassé mes termitières, plus de la terre, de l'argile et tout ça, de la terre qui me paraissait assez bonne, que je suis allé chercher aussi. Je l'ai mélangé avec la termitière, avec des bouches de barque, du compost, tout ça, et je l'ai mis sur la paille. Je faisais ma pépinière, en réalité. Voilà. C'est comme ça que moi j'ai commencé à améliorer petit à petit les surfaces que j'avais. Donc j'ai fait 4 planches de cette dimension-là. C'est 1,5 sur 10 mètres. Donc j'en ai fait 4 pour pouvoir faire les cultures vivrières dont j'avais besoin. Donc j'en ai fait 2 que j'ai recouvertes d'une terre. Donc une terre, c'était pas une terre comme on voit en Europe, c'est une terre qui a été faite avec des moustiquaires. Parce que sur le gros problème des tomates, au Mali, c'est les mouches blanches, c'est tous les parasites qui les attaquent. Donc moi, je me suis dit que j'allais me construire une terre, pas en plastique, mais une terre avec une moustiquaire qui allait protéger de ces agressions-là. Parce que quand on commence à faire un petit jardin, et que tu es tout seul dans le coin, j'ai l'impression que tous les parasites viennent dans ton champ. Ils viennent attaquer cette plante. Et comme moi, le but du jeu, c'est pas d'utiliser des produits chimiques, donc j'ai été obligé de faire une protection mécanique, on dit ça comme ça peut-être, je sais pas. Donc une protection avec cette moustiquaire. Et en plus, je l'ai même imprégné, tu vois. Une moustiquaire imprégnée, exactement comme on imprègne pour les gens, pour les humains. Donc moi j'ai imprimé ce truc-là et j'ai couvert mes 2 planches avec ça. Et dans ces 2 planches-là, j'ai réussi des très belles tomates et des très beaux poivrons. Et sur les autres planches, j'ai essayé des salades chinoises, des choux. Oui, donc toi, l'utilisation de la moustiquaire, c'est vraiment parce que tu fais dans le bio et que c'est... J'imagine que c'est pour ne pas utiliser justement des produits chimiques. Voilà, c'est ça. Ici, par exemple, ici, moi, je connais une technique en Autriche pour les productions de semences, on utilise exactement la même chose. C'est un matériel qui est un peu plus robuste que les moustiquaires locales qu'on achète au Mali, et ça protège contre les insectes qui viendraient polliniser les autres plantes. Tu vois, on trouve une plante ou un groupe de plantes qu'on aimerait bien reproduire et qu'on aimerait bien garder cette génétique-là, on les couvre d'une moustiquaire pour que les insectes, les abeilles, tout ça n'atteignent pas les fleurs. Donc c'est une isolation en fait pour les insectes. Il ne faut pas qu'il y ait des pollinisations pour prendre des pollinisations contrôlées, on va dire. Et là, moi j'ai fait ça pour éviter que les insectes attaquent les plantes. Et tu penses, excuse-moi, oui, vas-y. Et moi je pense que ça, c'est une méthode qu'on pourrait très bien employer dans les régions Mali, et même dans les régions de Douanda. C'est ce que j'allais demander en fait. Est-ce que c'est accessible, c'est facile à trouver ces moustiquaires-là justement pour distribuer à des ménages, à des familles pour qu'elles puissent utiliser là-bas? En Europe, ces moustiquaires qui sont spécialement faits pour l'agriculture sont très disponibles, tu vois. Mais au Mali ou en Afrique, je pense qu'elles ne sont pas disponibles. Je pense qu'elles ne sont pas disponibles. Mais l'avantage que moi je verrais de cette technique, parce que moi j'ai fait des expériences, j'ai les moyens de faire toutes les expériences. L'expérience et l'avantage de ça, c'est que ça fait en même temps une ombrière. C'est-à-dire que ça protège comment on appelle ça? Ça protège des rayons du soleil. Pour éviter que les plantes brûlent.
Oui, j'imagine que surtout dans une zone assez chaude, aussi chaude que là, ça doit certainement servir, quoi. Ouais, je pense que c'est pas possible les légumes, ils souffrent vraiment pendant la saison sèche au Mali. Et si c'est dans la région de Douala, je pense qu'ils vont souffrir encore plus. Parce que si le soleil tape dessus, c'est sûr qu'il va y avoir une grosse évaporation. S'il y a une grosse évaporation, ça veut dire que les gens ils vont devoir mettre beaucoup d'eau. Oui. Si les gens ils mettent beaucoup d'eau, ça veut dire que ça va lessiver les sols. Oui, et en plus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Ça, c'est l'autre problème, j'imagine. Ouais, l'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, en fait, dans les régions vraiment très arides, moi, je pense qu'il faudrait faire de l'ombre aux plantes, avec des ombrières, et en plus de ça, faire des paillages. Ok. Je ne sais pas si tu connais le non, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ça, oui? Le paillage, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai expérimenté même ici, en Europe. Et au Mali, ça marche encore mieux. Parce que vraiment là, on a les conditions idéales pour que ça marche. Le paillage, c'est par exemple, quand je plante une ligne de tomates, quand je plante une ligne de poivrons, ou même une ligne de salade en réalité. Avant que les plantes colonisent la planche, il y a toujours des espaces qui sont pas couverts. Les plantes de salade, elles sont toutes petites et elles sont plantées toutes les 20 ou toutes les 30 cm. Donc moi, je mets entre ces pieds de salade-là de la paille. Soit des longues tiges de paille, ça c'est le plus facile, mais l'idéal, ce serait de hacher la paille tous les 2 cm, tous les 3 cm. Faire des petits copeaux de paille et vraiment faire une couverture de 5 cm sur son sol, tu vois. Mais bien entendu, on laissant la place pour que la plante puisse se développer mais avoir une épaisse couche de paille. Ok. Et quand ils arrosent, quand les gens les arrosent, premièrement, l'humidité ne va pas se monter aussi vite que ça. Ça isole le sol des grosses températures, parce que ça, c'est pas bon du tout pour la plante. Et en plus de ça, le fait de mettre la paille en superficie, ça permet aux animaux, qui sont des animaux qui font le compost, les premiers animaux qui sont mécaniques et qui mangent les grosses pailles, ils viennent. Et les vers de terre aussi, ils arrivent vraiment très vite. Oui. Ils ont toute la matière organique et en plus de cette paille. Voilà. Et le seul désavantage de ça, c'est que les poules sont très attirées par ça. Les mouches, tu dis, excuse-moi? Non, les poules. Les poules, oui, ok, d'accord. Les poules ont un gros problème parce qu'à chaque fois qu'il y a un endroit sec, à chaque fois qu'il y a un ver de terre, à chaque fois qu'il y a un petit ver, elles viennent enlever toute la paille. Elle mangent toute la culture. Et en plus de ça, elle départit la paille. Donc l'effet est négatif à chaque fois. Tu vois? Ok. D'où peut-être aussi, tu vois, la nécessité de ces moustiquaires-là. Qui pourrait, est-ce que ça serait une solution au problème des poules, par exemple, ou pas? Tellement. Si vraiment le projet ou mon projet il avait le moyen de faire des plus grandes terres avec ces moustiquaires-là, c'est sûr que je ferais tout sur moustiquaire, tu vois. Et avec l'avantage, c'est que si jamais c'est l'hivernage, j'ai quand même envie de produire, je peux mettre une bâche plastique transparente, comme les terres européennes. Oui, ok. Au-dessus, tu vois. Et quand j'ai plus besoin de la bâche, j'enlève, et il y a toujours ma moustiquaire qui est au-dessous, qui protège mes plantes et du soleil et qui protège l'arrivée des insectes. Mais la bâche en plastique transparent, est-ce que ça s'adapte au climat chaud des zones arides là, du Sahel? C'est bon, la chaleur, c'est bon pour les plantes, justement? Oui, en fait, la bâche plastique, moi j'en ai vu un peu partout, même dans le sud du Maroc. La région qu'ils appellent le Sahara occidental, ils produisent des bananes, ils produisent les tomates et les concombres, les melons qu'on trouve en France. C'est dans le Sahara qu'on produit ça. Donc je pense que c'est vraiment, si dans le Sahara ils arrivent à... Ah ouais, le faire, oui. C'est pas toujours comme ça, mais ils couvrent des hectares et des hectares dans le Sahara. La ferme que j'ai visitée, elle faisait 80 hectares de ces structures de terre.
Ok. Donc c'est quand même des grosses entreprises. Ouais. Et il y en avait 3 ou 4 de fermes comme ça. Et ça, la plus petite. Les autres sont plus de 100 hectares ou 15, je pense. Ok. Ouais. Mais je pense que dans le Sahara occidental, il doit y avoir un climat un peu constant toute l'année à cause de l'influence de la mer et tout ça. Ouais. Mais il y a quand même des matériaux qui résistent aux grandes chaleurs parce que l'Israël, ils font tout ça. Ok. Ouais. On dit ça. L'Israël, c'est un très bon exemple pour les zones arides comme les régions de Douanga parce qu'ils travaillent avec l'irrigation goutte à goutte. De l'irrigation de précision, tu vois. Et ça, moi l'expérience que j'ai pas pu faire parce que j'avais pas le matériel sur place, c'était de faire des cultures en ligne. Moi, ma ligne, je faisais 10 mètres de long et donc 1 mètre et demi de large. Donc je mets mes irrigations de proximité à côté de mes plantes et je recouvre ces irrigations de proximité avec cette paille. Donc mes gouttes à gouttes, tu sais ce que c'est les gouttes à gouttes, non? Non, non. Les gouttes à gouttes, il faut que tu t'imagines un tuyau qui ont des trous. Ah ok, oui. Donc, je vois, oui. Je vois ce que c'est. Qui ont des petits trous. Oui. Tu fais, dans la zone de Douanda, je pense qu'il doit en avoir, et partout dans le Mali maintenant, parce que c'est un truc qui est subventionné là. Donc ils déposent un flux de 200 litres ou de 400 litres, et l'eau part de là, descend par gravité dans les tuyaux, et chaque 30 cm il y a un petit trou, et l'eau dégouline. Dégouline là, oui, ok. Dégouline au pied de chaque planque, oui. Et ça, cette irrigation, elle est parfaite parce que l'eau, comme elle tombe directement sur le sol, il n'y a pas beaucoup d'évaporation. Et comme elle tombe régulièrement au même endroit, elle va en profondeur. Donc les plantes, elles peuvent aller, il y a la réserve de l'eau qui s'accumule en profondeur un peu. Et en plus de ça, si tu mets une couche de paille sur cette irrigation-là, le goutte à goutte, on appelle ça, ça protège le tuyau du soleil. Oui. Ça évite qu'il y ait une évaporation. Oui. En fait, la plante elle va profiter de 100% de l'eau que tu lui apportes. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Okay. Pas apporter beaucoup d'eau d'un coup parce qu'elle s'évapore, mais c'est la apporter petit à petit. Mais la protéger. Ouais. Ok. Et moi, je travaille en Autriche aussi avec ce système de goutte à goutte parce que l'eau coûte cher ici. C'est pas une histoire que j'en ai pas, c'est que j'ai pas envie de la payer. Sinon, tu vois. Donc, le fait d'en avoir, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est gratuite. Elle est gratuite, même si tu as de l'eau, il faut la pomper. Et même si tu la tires à la main, c'est mieux d'en tirer une fois tous les 2 jours que de tirer tous les jours ou 2 fois par jour, tu vois. Je pense que, ouais. Ok. Et ouais, tu parlais d'une technique là pour allier les feux de brousse là, les feux de brousse. Et tu parlais un peu du phénomène de feu de brousse en fait, qu'est-ce qui cause ça et les techniques que toi tu utilises ou la technique que tu utilises justement pour contrer cela. Je ne sais pas si tu veux revenir un peu là-dessus, oui. Je peux bien revenir dessus. Alors, la technique du feu pour protéger un champ ou une parcelle des feux de brousse, c'est de faire un balayage, on appelle ça, tout autour de son champ, tout autour de son petit jardin. Moi, c'était sur une superficie de 5 hectares, donc c'était quelque chose de vraiment lourd comme travail. Mais l'herbe que j'ai coupée tout autour de mon champ, je l'ai utilisée pour faire mes planches de culture. Donc, en réalité, c'était un travail qui était 2 fois bénéfique. Et je pense qu'il faut toujours agir dans ce sens-là. Et donc, moi, j'ai coupé 10 à 20 mètres autour de mon champ. Et quand j'étais sûr qu'il n'y avait pas beaucoup de vent et qu'il n'y avait aucun risque que le feu s'en aille, parce que c'est un feu que j'allais mettre moi-même, j'ai brûlé le reste des petites pailles qui restaient tout autour de mon champ. Donc j'ai fait une grosse ceinture de sécurité, un pare-feu, puis j'ai brûlé une partie de ce pare-feu encore une fois, pour avoir une double protection. L'herbe est courte, elle ne brûle pas longtemps, et au milieu de tout ça, à proximité de mon champ, j'ai brûlé par exemple 2 ou 3 mètres.
Ok. tout autour de mon champ. Ok. Voilà. Donc, on peut imaginer une ceinture de 10 mètres Mhm. qui part de ta clôture, 10 mètres que tu coupes, que tu balayes, et les 2 ou 3 mètres que tu brûles dans ces 10 mètres-là. Et ça te fait aussi un petit chemin Oui. autour de ton champ, quoi. autour de ton champ. Je pense que ça, c'est de toute manière utile. Chaque jour de faire ton champ. Ouais. Comme ça, on est sûr de ce qui se passe. De ce qui se passe. Oui. Ok. Ok. Et les feux de brousse sont généralement causés. Quelles sont en fait les causes de ces feux de brousse généralement? Parce que apparemment c'est un problème récurrent quand même au Sahel. Oui. Alors, moi, je me suis un peu renseigné sur le sujet parce que c'est quelque chose qui m'avait toujours énervé à chaque fois que je venais au Mali, c'était de retrouver ce sol complètement brûlé. Donc, j'ai demandé aux gens s'ils voulaient bien s'exprimer, s'ils voulaient bien me dire pourquoi ils brûlaient ça. Et la première raison qu'ils m'ont dit, c'est que pour les gens qui chassent, c'est plus avantageux pour eux de voir le gibier le plus loin possible, pour que le gibier n'ait plus de cachette. Ok. Voilà, et que les oiseaux, quand ils se posent, on peut en tuer plusieurs à la fois. Ou quand il y a une gazelle ou un lapin qui vient, on le voit tout de suite. Voilà. Le deuxième truc que moi j'ai remarqué, que j'ai vu aussi, c'est qu'à chaque fois qu'ils brûlaient, il y a des petites pousses d'herbe qui repoussaient. Donc, moi je pense que ces petites pousses d'herbe, elles doivent attirer encore du gibier. C'est tout ça au grand bonheur des chasseurs. Des chasseurs, oui. Ok. Voilà. Sans oublier qu'il peut aussi y avoir des feux de brousse accidentels, mais je pense que la plupart des feux qui se passent, c'est des feux qui sont vraiment volontaires. C'est pour vraiment des buts, c'est pour un... comment on peut dire? Ouais, bah c'est économique en fait, c'est pour atteindre des buts économiques, quoi. C'est-à-dire c'est pour chasser en fait, c'est pour attirer le gibier ou les oiseaux. L'empêcher de se cacher. Ouais. Ou l'empêcher de se cacher pour le voir. Ok. Donc ça serait... Mais ces feux qui sont provoqués, moi, ce que j'ai constaté, c'est que la terre devient de plus en plus aride. Ouais. Et en plus de ça, ça tue tous les petits arbres qui ont eu la chance de pousser en hivernage. S'il y a un feu de brousse qui passe, c'est sûr qu'ils sont tous morts. Et ça, c'est vraiment catastrophique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul arbre dans notre champ. Quand on a arrêté de brûler le champ, quand j'ai réussi à stopper le fait qu'on brûle le champ, les arbres ont commencé à pousser. On a vu les premiers petits carités qui ressortent et tout ça. Mais avant, il n'y avait absolument rien qui poussait dans le champ. On va se demander si on n'était pas maudit, tu vois. C'est vraiment ça. En réalité, les plantes, elles remontent tous les éléments minéraux, tout ce dont elles ont besoin, elles l'utilisent. Enfin, elles le font du sol. Et c'est avec ça qu'ils créent leur végétation, leurs semences, leur bois et tout ça. Donc, si on brûle ça, ça part en rente. Mais si on réutilise et on composte ça enrichit la terre automatiquement.